Alors, bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai fait des études de physique et en thèse, j'étais à Grenoble dans un laboratoire qui s'appelait le laboratoire des écoulements géophysiques et industriels, donc qui s'intéresse à la dynamique des fluides en général et beaucoup aux applications de la dynamique des fluides. Et j'étais aussi en co-tutelle avec un autre laboratoire à Nice, et là, c'était un laboratoire de physique. Donc, j'étais essentiellement à Grenoble avec des dynamiciens des fluides et puis un petit peu à Nice avec des gens plus théoriciens sur la physique. D'accord. Là, je m'intéressais à l'application des outils de physique plutôt théoriques à des problèmes plus appliqués d'océanographie. Mhm. Et ensuite, après la thèse, j'ai pu profiter de quelques mois à Grenoble où j'ai commencé à travailler avec des océanographes, vraiment. Et ça a préparé un post-doctorat où je suis allé à l'étranger, je suis allé aux États-Unis, à Princeton, à côté de New York. Et là, j'étais dans un laboratoire qui était dédié complètement à l'étude du climat. Donc, c'était un laboratoire où il y a des personnes qui font de la météo, d'autres des simulations numériques du climat, comment les améliorer, comment les utiliser, etc. Et moi, là-bas, j'étais dans un petit groupe de théoriciens, des gens qui font de la théorie, qui étudient des choses simplifiées, mais liées au climat, à l'océan et à l'atmosphère. D'accord. Et ensuite, je suis revenu pour un autre postdoctorat en France, à Lyon, en fait, D'accord. pour le coup, sur des aspects plutôt théoriques. J'ai un peu quitté le climat pour revenir à la physique théorique pendant un an. Et j'ai été recruté après un an au CNRS en physique, dans un laboratoire de physique dans lequel je travaille maintenant. En fait. Et c'est quel laboratoire? Donc, son nom, c'est le laboratoire de physique à l'ENS de Lyon. D'accord. Donc, Très bien. en gros, c'est un laboratoire qui rassemble des physiciens qui font des choses très différentes, parce qu'il peut y avoir des biophysiciens, des physiciens des hautes énergies, donc la physique des particules, la cosmologie, et puis des physiciens qui font la matière molle, qui étudient les grains, les mousses, tout ça, et aussi des dynamiciens des fluides qui étudient la turbulence, l'atmosphère, l'océan, tout ce qui Mhm. coule. Et donc toi, aujourd'hui, tu travailles sur quelle thématique alors? Donc, ma thématique au sens large, ça s'appelle la dynamique des fluides géophysiques. Donc, c'est un domaine qui regroupe les chercheurs qui s'intéressent à l'océan, à l'atmosphère, ou même à d'autres types d'écoulements qui peuvent avoir lieu dans les étoiles. Des fois, on appelle ça la dynamique des fluides astrophysiques ou à l'intérieur des planètes D'accord. quand c'est des écoulements liquides. Et souvent, dans cette communauté, on essaye de simplifier un peu les problèmes par rapport à quelqu'un qui fait vraiment du climat, qui va dire je fais du climat ou je suis météorologue, qui va essayer de comprendre la dynamique de l'atmosphère dans toute sa complexité. Nous, en tant que physiciens, en dynamique des fluides géophysiques, on essaye de simplifier au maximum le problème pour étudier un phénomène donné. D'accord. Ça, c'est au sens très général ma thématique. Après, dans cette thématique, je travaille sur des sous-problèmes un peu spécifiques. D'accord. Bah, comme par exemple? Alors, par exemple, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à la dynamique équatoriale. Mhm. Il y a des tas de choses intéressantes pour les physiciens à l'équateur. Et il y a deux aspects de la dynamique équatoriale qui m'ont particulièrement intéressé avec des collègues à Lyon. Il y a un aspect qui est un phénomène assez marrant, qui est les renversements des vents équatoriaux tous les 26 mois. Donc, c'est quand je parle des vents équatoriaux qui se renversent, je parle des vents au-dessus de 10 km, donc c'est au-dessus de là où volent les avions. Donc, c'est D'accord. haut. Ça remue beaucoup moins qu'en dessous. Mhm. Tous les nuages, toute la convection tropicale très forte, ça a lieu sous les 10-15 km. Et au-dessus, c'est beaucoup plus calme. Ça remue moins, mais il y a des vents très très forts qui vont pendant 13-14 mois vers l'est. Et puis tout d'un coup, ils se retournent. Pendant 13-14 mois, ils vont vers l'ouest. Donc c'est un phénomène assez surprenant parce que on pourrait se dire bah, 13-14 mois, c'est quasiment une année. Mais non, c'est pas une année, c'est pas un cycle saisonnier, c'est plus compliqué. Et ça, c'est un phénomène qui est déjà assez rigolo. Les physiciens aiment bien ce genre de choses, où il y a un Ouais. phénomène périodique qui apparaît comme ça, tout d'un coup, spontanément. Et en fait, c'est un phénomène qui a été assez bien compris dans les années 70. Mais il y a eu un gros regain d'intérêt en 2016 parce que tout d'un coup, dans les observations des renversements du vent, bah, il y a eu une anomalie, quoi. Le vent s'est renversé trop vite. Et D'accord. donc, tout ce qu'on pensait avoir bien compris sur ce problème, il a fallu le remettre un peu en cause et essayer de trouver des explications pourquoi
est-ce qu'il peut y avoir d'autres régimes de renversement? Est-ce qu'on peut imaginer une stratosphère, donc une atmosphère terrestre sans renversement ou avec des renversements erratiques? Donc, je me suis un petit peu intéressé à cette question. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est un cycle régulier de 26 mois, c'est ça? Ouais, C'est à peu près? Mais, ouais. est-ce que vous avez maintenant une idée de pourquoi 26 mois et comment ça se fait qu'il y a ce cycle-là? Alors, on a une petite idée de ce qui crée ce cycle déjà. D'accord, C'est ce qui a été bien compris, ça, pour le coup, il y a 30-40 ans, petit à petit. Ce qui a été compris, c'est qu'à l'équateur, dans la troposphère, donc dans la partie basse de l'atmosphère, sous l'altitude où volent les avions, quoi, d'accord, comme ça remue beaucoup, ça crée des sortes de vagues d'ondes à l'interface entre la troposphère et au-dessus la stratosphère plus calme. Ces espèces de vagues à l'interface, elles émettent des ondes à l'intérieur, des ondes, quand je dis des ondes, c'est des mouvements en fluide oui, oui, qui aussi à une échelle, avec une échelle typique d'une dizaine de minutes en gros. On peut d'accord, imaginer des vagues, mais qui oscillent lentement. Et ces ondes, elles se propagent vers le haut, et ces oscillations, et puis peu à peu, elles se dissipent. Et quand elles se dissipent, eh ben, elles se mettent à interagir avec les vents qui sont déjà présents, et elles peuvent soit les renforcer, soit les freiner. Et en d'accord, fait, il y a un mécanisme d'amplification qui fait que quand le vent va dans une direction, il va être renforcé par un certain type d'onde. Quand il va dans une autre direction, il va être renforcé par un autre type d'onde. Et il y a tout un champ de recherche sur comment des ondes qui aussi avec une fréquence assez rapide, en 10 minutes, c'est rapide pour le climat, d'accord, interagissent avec des écoulements beaucoup plus lents, des vents qui se renversent tous les 2 ans. Et d'accord, donc, on comprend l'ingrédient de base qui explique ces oscillations, mais après, on ne comprend pas très bien comment on passe d'un régime à l'autre, comment les oscillations dans un sens puis dans l'autre se font, et qu'est-ce qui fait que ça va être erratique ou périodique. d'accord, Et ça, c'est un peu une question importante dans les problèmes de climat, parce qu'on est un peu limité quand on a un modèle numérique de climat par le temps de simulation possible avec un ordinateur, et puis l'échelle spatiale qu'on peut résoudre. En gros, on grille, on fait un maillage sur la surface de la planète. Puis oui, on a des petits carrés de 100 km par 100 km. Si on a de la chance, un gros ordinateur, ça va même peut-être être 10 km par 10 km, mais c'est déjà tout petit. Et on ne peut pas aller beaucoup plus bas, ça demanderait trop de mémoire à un ordinateur. Et puis, on ne peut pas simuler tous les phénomènes qui ont lieu sur une échelle de la minute quand on veut comprendre les variations du climat sur 100 ans, quoi. Ça demanderait des capacités de calcul beaucoup trop grandes. Donc là, on est obligé de. Mais le truc, c'est que si on veut décrire correctement ces vents qui se retournent, eh ben, on est obligé de représenter les ondes qui créent cet écoulement. Donc là, on est un peu d'accord, coincé. On a un phénomène qui arrive à toute petite échelle spatiale et temporelle, des oscillations rapides toutes les 10 minutes. Et puis ce phénomène, il a un impact hyper fort sur des renversements à beaucoup plus grande échelle et sur des temps beaucoup plus longs. Et donc là, on est un peu coincé. Donc, soit il faut bien comprendre ce que font les petites échelles non résolues par le modèle et réussir à les paramétrer, c'est-à-dire à rentrer une équation qui, dans le modèle numérique pour les plus grands temps qui simulent, qui représentent l'effet des petites échelles sans les d'accord. simuler vraiment, quoi. D'accord. Et je ne connais pas bien les sciences du climat, ni ces différentes, strates dont tu parles, mais qu'est-ce qui va influencer beaucoup plus le climat? Est-ce que c'est est-ce qu'il va être les grands vents stables au-dessus des 10 000 kilomètres ou ça va être en dessous? Alors, Enfin des 10 kilomètres? si on parle de… Alors, généralement, quand on parle du climat, ce qui nous intéresse, ce qui va intéresser la société, c'est ce qui se passe à la surface, parce que c'est la température qu'on ressent, c'est les Oui, vents qu'on ressent. Donc, en ce sens, des variations de l'oscillation quasi biennale dont j'ai parlé là, cette oscillation des vents dans la stratosphère, ça a un impact assez faible, direct, sur oui, le climat que nous, on ressent, quoi. On peut d'accord, très bien vivre à l'équateur sans savoir que les vents vont vers l'est au-dessus de 10 km ou vers l'ouest. Ça, on ne voit pas très bien, on ne va pas sentir la différence. En revanche, il peut y avoir ce qu'on appelle des téléconnexions, c'est-à-dire il peut y avoir des liens indirects où quand l'oscillation est dans une direction ou dans l'autre direction, ça peut induire des rétroactions sur la basse atmosphère, par exemple sur la formation de nuages tropicaux, des choses comme ça. Et en ce sens, il peut y avoir
des couplages entre ce qui nous affecte, ce qui se passe en bas, et D'accord, les variations des vents en haut. d'accord, Donc, il y a un lien, mais plutôt indirect. d'accord. Et c'est pour ça que c'est important quand même de comprendre ces phénomènes-là parce que ça a un impact quand même sur le climat. Ouais, alors du point de vue on va dire, du climat, oui, ça a un impact parce que ce qui se passe dans la troposphère, dans la basse atmosphère, c'est couplé à ce qui se passe en haut. Et d'ailleurs, c'était un problème au début, ce qui se passait à l'équateur dans les modèles de climat, parce que ces oscillations, elles étaient pas représentées parce que les modèles étaient trop grossiers. Maintenant, ils commencent à être représentés correctement. D'accord, Et après, pour un physicien, le gros intérêt de ces oscillations, c'est vraiment, c'est un exemple un peu typique en physique de ce qu'on appelle une bifurcation, où on peut avoir une planète où il n'y a pas ces oscillations, elle est au repos, et puis on change un petit peu un paramètre, par exemple l'amplitude des ondes qui sont générées dans la basse atmosphère, et tout d'un coup, bim, le système passe dans un état oscillant avec des vents vers l'est qui oscillent d'est en ouest. Puis si on d'accord. augmente encore plus les ondes, on peut passer dans un état plutôt chaotique. Où ça change beaucoup plus régulièrement, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est un exemple de dynamique équatoriale qui est intéressante. Et il y a un autre truc qui est un peu spécial avec l'équateur et qui est d'ailleurs lié à ce phénomène, c'est on peut se dire bah, pourquoi ce phénomène a lieu, des renversements, il a lieu à l'équateur et pas ailleurs. Oui, Et bah, l'équateur, il joue un rôle assez spécial sur Terre parce que c'est l'endroit où la force de Coriolis, ou le paramètre de Coriolis qui apparaît dans la force de Coriolis change de signe. Quand on passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, on dit toujours que si on avance sur l'horizontale, on est décalé vers la droite ou vers la gauche, dans un oui, hémisphère ou dans l'autre. Et ben, donc il y a un changement de signe de la force de Coriolis en ce sens à l'équateur. Et ça a des conséquences hyper importantes sur la structure des vents, comment ils sont organisés. Et ben ça, pareil, pour un physicien, c'est une source de problèmes vraiment très intéressants. d'accord. Et en particulier avec des collègues qui venaient d'un autre domaine, le domaine de la conduction électronique. Donc, a priori, ça n'a rien Oui, à oui, voir. Et ben, on s'est mis à travailler sur la structure des ondes atmosphériques ou océaniques. Donc, quand je dis des ondes, là, il faut imaginer des ondes de chaleur, oui, une anomalie de température, un endroit à l'équateur sur, on va dire, 1000 km, il fait anormalement chaud. On a une anomalie de température, puis cette anomalie, elle va se propager. Et quand elle va se propager, elle ne va pas se propager n'importe comment, elle va se propager le long de l'équateur. En fait, elle va piéger le long de l'équateur. Donc ça, c'est vraiment curieux. d'accord. Ça n'a rien à voir avec les ondes qu'on connaît à la surface de l'eau où on envoie un caillou, puis il y a des ondes qui se propagent dans toutes les directions. Et ben là, à l'équateur, on envoie un caillou à l'équateur, mais à l'échelle de la planète, imaginons une grosse Oui, météorite. Et là, plutôt que d'avoir des cercles concentriques qui vont partir comme du point d'impact, et ben on va avoir des ondes qui vont être piégées à l'équateur, qui vont se balader le long de l'équateur. Et puis, si on compte le nombre d'ondes qui vont vers la gauche, le nombre d'ondes qui vont vers la droite, on va voir qu'il y a deux ondes. Il y a deux ondes de plus qui vont vers la droite, deux ondes qui vont vers la gauche. Et ça, c'est assez surprenant. Il y a oui, des ondes, et notamment, il y a une onde qui est impliquée dans le phénomène El Niño, qu'on retrouve dans le Pacifique. Une anomalie de chaleur qui traverse le Pacifique en un mois, en gros, et qui va d'un bout du Pacifique jusqu'au Pérou en un mois. Et quand elle se propage, quand on les voit sur les cartes satellites, c'est assez frappant. Et ben, cette anomalie, elle se propage que d'ouest en est. d'accord. Et il y en a deux comme ça, deux types d'ondes. Il y a celle qu'on est impliquée dans le phénomène El Niño, puis un autre type d'onde qui est un tout petit peu différente, mais qui se propage aussi seulement d'ouest en est. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce que c'est le phénomène El Niño, justement? Alors, le phénomène El Niño, c'est une oscillation du système océan-atmosphère qui a lieu de manière un petit peu erratique tous les 3 à 7 ans, D'accord, où on passe d'une situation qu'on peut appeler normale, habituelle, où il fait l'eau, si on suit l'équateur, l'eau au large du Pérou est plutôt froide et l'eau qui est de l'autre côté vers l'Indonésie est plutôt chaude. Ça, d'accord. c'est les conditions normales, avec les alizés en fait qui soufflent d'ouest je vais dire, je me trompe toujours le sens des vents, c'est terrible pour quelqu'un qui bosse sur l'atmosphère. Oui, Donc les alizés, c'est les vents qui vont
je vais y arriver. C'est les vents qui vont vers l'ouest. D'accord. En plus, il y a une grosse confusion en plus en anglais avec le sens des vents parce que on dit que les vents ils sont easterly ou eastward. Donc easterly, ça veut dire qu'ils viennent de l'est et Oui. eastward, ça veut dire qu'ils vont vers l'est. Et on utilise les Ah deux oui, termes. d'accord, ouais. Ça rajoute de La complexité. pour- voilà. Et donc El Niño, le phénomène El Niño, c'est le phénomène qui a lieu quand cette condition normale elle change, où tout Mhm. d'un coup les alizés vont être un petit peu moins forts pour une raison ou une autre. Et là, il va y avoir une réaction en chaîne qui fait que l'eau chaude, qui était anormalement chaude d'un côté du Pacifique par rapport à l'autre côté, tout d'un coup, elle va se déplacer. Et c'est là où l'onde qui se déplace que dans une direction va être importante. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer d'ouest en est. Et donc, elle va quitter l'Indonésie pour aller vers le Pérou. Et là, il y a une anomalie d'eau. Il va y avoir de l'eau anormalement chaude au large du Pérou Pérou. à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. En généralement, D'accord. ce phénomène, ça peut avoir lieu à n'importe quel moment, mais généralement, ça a lieu plutôt en fin décembre. Donc El Niño, c'est le petit enfant Jésus, en fait, D'accord. du phénomène. Et donc, ce phénomène, il a lieu dans le Pacifique, mais il a des conséquences importantes via des réactions en chaîne ou des connexions, encore une téléconnexion avec d'autres parties du système climatique. Il peut avoir des conséquences quand il a lieu dans le monde entier. Parce que si l'eau est moins chaude que d'habitude, est plus chaude que d'habitude au large du Pérou, ben, il peut y avoir plus ou moins d'évaporation, donc ça change les précipitations, etc., etc. Si les précipitations sont différentes, ben, il y a des conséquences pour les cultures, d'où l'impact pour l'homme en fait, du phénomène El D'accord. Niño. Mais justement, j'avais cru comprendre dans différents médias que le phénomène El Niño, il était peut-être dû à le dérèglement climatique d'origine humaine. C'est ça qu'on pense Alors, aujourd'hui ou pas? je suis pas vraiment. Je sais qu'il y a des études qui essayent de de voir l'impact du changement global du climat sur le phénomène El Niño. Je suis pas très au courant d'où en est l'état des connaissances là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène El Niño, il existe depuis très très longtemps. D'accord. C'est un phénomène plutôt chaotique, mais parce qu'au sens où les renversements ont lieu, le passage d'un état El Niño à un autre, ça a lieu tous les 3 ou 7 ans et on ne peut pas prédire 10 ans à l'avance. Par contre, on est capable, un an à l'avance quasiment, de dire cette année, il va y avoir un phénomène El Niño. Et ça a D'accord. été une grosse avancée dans la recherche sur El Niño. Ça a été parce que ça a des conséquences importantes justement pour l'homme de dire un an à l'avance, attention, il va y avoir un phénomène El Niño. On n'a pas besoin d'injecter du carbone dans l'atmosphère. Même sans ça, il va y avoir de la variabilité. Il va y avoir un petit peu de variabilité où il va y avoir ce genre d'oscillation du climat sur des échelles 3, 5 ans. Il y a d'autres types d'oscillations sur une échelle de 10 ans, tout ça. D'accord. Le réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est quelque chose qui va par-dessus, en fait. D'accord. Un changement global qui est systématique, qui s'ajoute au phénomène El Niño. Donc, le phénomène El Niño, ça va être de la variabilité, de la variation au-dessus de ce changement global. Le changement climatique, c'est quelque chose dû à l'homme. C'est un forçage externe au sens où c'est nous qui mettons du carbone dans l'atmosphère Oui. comme conséquence au réchauffement climatique. Alors que le phénomène El Niño, c'est un phénomène intrinsèque du système. On n'a pas besoin de changer les paramètres à l'extérieur pour qu'il y ait cette oscillation. En D'accord. revanche, c'est vrai que si vraiment on change énormément les conditions climatiques, le phénomène El Niño peut s'arrêter ou devenir différent ou devenir périodique. On a D'accord. quand même un bouton sur la planète qu'on peut changer et qui a une conséquence sur le phénomène El Niño. Mais est-ce que le bouton d'origine anthropique est suffisant pour dire de manière sûre qu'il y a un impact sur El Niño? Ça, je ne sais pas. Je suis pas D'accord. au courant de ça, en tout cas. D'accord. Donc, si on en a parlé beaucoup plus dans les dernières années, c'est plus parce qu'on le comprend mieux que parce qu'en fait, il est d'origine humaine, quoi. Oui, il y a eu d'énormes progrès dans les années 90, puis avec l'arrivée des satellites aussi, qui permettent de D'accord. voir le phénomène à grande échelle et ensuite avec l'avancée des modèles numériques, il y a eu en effet des énormes progrès sur la compréhension et aussi sur la prévision du phénomène. Et ça a eu des conséquences vraiment importantes pour tout le monde, en fait, le Oui. fait de pouvoir le prédire à l'avance. D'accord. Puisqu'on est un peu sur le thème du réchauffement climatique, vu les thèmes que tu as évoqués sur ton laboratoire, je suppose que c'est une des questions principales sur lesquelles vous travaillez collectivement, quoi. Alors, dans mon laboratoire, comme c'est un laboratoire de physique, c'est pas un laboratoire de climat. Le laboratoire où j'étais en postdoctorat, pour le coup, là, on travaillait
sur le climat. Alors, il y avait ceux qui travaillaient sur les nuages, ceux qui travaillaient sur l'océan, ceux qui travaillaient sur les aérosols. Donc, c'était vraiment un laboratoire dédié au climat. Là, dans le laboratoire où je suis, on utilise plutôt le climat comme un système physique qui donne tout un tas lieu à tout un tas de phénomènes qui peuvent être étudiés avec les outils de la physique. Donc, on est quelques-uns à s'intéresser à des problèmes de climat. Oui. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, il y en a dans mon laboratoire qui s'intéressent au phénomène de superrotation. Est-ce qu'on peut imaginer une planète Terre où les vents tournent dans le même sens que la planète, mais plus vite, ce qui n'est pas le cas, parce que les alizés vont dans l'autre sens. Il y en a d'autres qui s'intéressent à la prévision d'événements extrêmes, les vagues de chaleur. Et de mon côté, avec un collègue, ce qu'on a fait lié au climat récemment, c'était pourquoi on a ces états piégés à l'équateur. Et là, c'était un travail, en fait, justement, qui n'aurait peut-être pas été possible si j'avais été dans un labo avec des gens qui travaillent que sur le climat. Parce que la compréhension qu'on a eue de ces ondes piégées à l'équateur qui se propagent que dans une direction, eh ben, ça a été grâce à une collaboration avec quelqu'un en matière condensée. Donc, la matière condensée, c'est le domaine de la physique qui étudie beaucoup les propriétés des matériaux, comme les propriétés électroniques. Donc, la physique de la conduction, ça va être utiliser typiquement la physique quantique. Oui. Et, donc, a priori, rien à voir avec le climat, qui a lieu à beaucoup plus grande échelle. Mais il se trouve que les outils théoriques qu'ils avaient développés dans le contexte de la conduction électronique pour expliquer l'existence d'états électroniques piégés au bord d'un système qui se propage que dans une direction, et bien ça, on a utilisé les mêmes outils théoriques qui ont été développés plutôt récemment à un problème donné par le climat, c'est-à-dire le piégeage des ondes grande échelle sur une planète à l'équateur. D'accord. Donc, je trouve que c'est un exemple en fait un peu frappant où on a pu comprendre un petit peu plus un phénomène qui est impliqué dans le climat grâce à une discipline qui a priori n'avait rien à voir avec le climat. Et ça, c'est vraiment l'intérêt d'être dans un laboratoire de physique où on parle régulièrement, on voit des séminaires sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le climat, mais qui peuvent être utiles pour le comprendre indirectement, quoi. D'accord. Ça m'intéresse pas mal de discuter de ça parce que justement, on en avait parlé un petit peu avant et tu m'avais dit que tu voulais revenir un peu sur l'importance du travail collectif et justement comment il se met en place dans tes disciplines. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, je peux prendre le cas des ondes équatoriales, justement. La manière dont ça s'est mis en place, j'ai un collègue qui est arrivé au laboratoire en 2015, il s'appelle Pierre Delplace. Et il a fait un séminaire quand il est arrivé, comme tout le monde, quand on arrive dans un laboratoire, on se présente, on fait un séminaire devant tout le monde. Et il nous a parlé de conduction électronique. Et il nous a expliqué, il y a ce sujet en pleine expansion, la physique des isolants topologiques. Donc, c'était un sujet d'autant plus important qu'en fait, il a eu le prix Nobel. Le prix Nobel a été donné à des personnes qui ont lancé le sujet des isolants topologiques en 2016, je crois. Et donc, Pierre Delplace travaillait sur ces sujets et il a fait une présentation dans le laboratoire. Et à la fin de sa présentation, il a dit maintenant, je serais ravi de collaborer avec des gens en laboratoire pour appliquer ces idées à d'autres systèmes. Et donc, on a commencé à parler après son séminaire et puis on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait probablement quelque chose à faire avec les fluides géophysiques. Parce que, en gros, dans son séminaire, il nous donnait tous les ingrédients nécessaires pour observer ces propriétés un peu exotiques de conduction électronique qui a lieu au bord d'un échantillon de manière très robuste, au sens où si on déforme l'échantillon, si on casse le bord, on n'arriverait pas à retirer ces états électroniques qui se propagent que dans une direction sur le bord. Donc, il a listé tous les ingrédients nécessaires et petit à petit, on s'est mis à côté. Puis, on s'est dit, oui, ces ingrédients, on va pouvoir les trouver dans les modèles de fluides géophysiques parce que il faut qu'on ait un paramètre qui brise certaines propriétés de symétrie comme l'invariance par renversement du temps. On avait ça dans les fluides géophysiques parce qu'il y a la force de Coriolis qui joue ce rôle. Il faut être en 2 dimensions. Ça tombe bien parce que les écoulements géophysiques, c'est des feuilles de papier, c'est très fin. Des échelles de 1000 km, 10 000 km pour 4 km ou 10 km de haut. Donc, c'est vraiment comme des feuilles de papier. Donc, on est quasiment en 2 dimensions. Et donc, bref, un par un, on a vu tous les ingrédients. Et puis après, on a trouvé le bon modèle où on pouvait espérer trouver
dans un système non quantique qui n'a rien à voir avec la conduction électronique, tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait des états piégés au bord du système qui se propagent que dans une direction. Et donc ça a été notre travail. Et c'est vraiment arrivé grâce au mélange dans le laboratoire de disciplines un peu différentes, quoi. Oui, d'accord, c'est ça, ouais. Des différents physiciens qui parlent ensemble. Ouais. Alors, ça m'amène une question qui est une question que je me pose justement sur les différents scientifiques qui parlent les uns avec les autres. À quel point les différentes disciplines physiques peuvent se comprendre entre eux? Par exemple, moi, je suis dans un laboratoire où on a à la fois des microbiologistes et des chimistes, et c'est pas tout le temps évident de discuter parce que les microbiologistes ont une connaissance très basique en chimie, et les chimistes ont une connaissance très basique en génétique et des choses comme ça, donc c'est pas forcément évident de communiquer. Et je me rends pas compte à quel point en physique il y a des spécialités éloignées les unes des autres, ou si vous pouvez quand même communiquer assez facilement. Alors, je pense qu'il y a tout un continuum déjà entre différentes disciplines. Et je pense que souvent, les disciplines sont assez poreuses, mais comme tu disais, la difficulté, c'est de trouver le bon langage, un langage commun pour pouvoir comprendre ce que dit l'autre, ou au moins avoir au début l'idée qu'il va y avoir quelque chose de commun possible. Et ça, je pense que ça dépend des rencontres qui peuvent se faire de manière un peu aléatoire et de la volonté d'aller discuter avec les autres et de passer, en un sens, de perdre du temps à comprendre le sujet d'un autre qui, a priori, n'a rien à voir, mais pour décortiquer peu à peu ce qui va pouvoir être utile. Parce que souvent, on n'a pas le même langage, on utilise des outils différents, mais parfois, on peut faire des associations qui s'avèrent a posteriori un peu fructueuses, mais il y a toute une barrière après à passer de discussion. Et donc, pour ça, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut déjà avoir l'occasion de se croiser. Donc ça, ce n'est pas évident, Ces derniers mois, ouais. ces 15 derniers mois. Parce que ces discussions un peu informelles, c'est très utile qu'on peut avoir autour d'un café avec des collègues qui font des choses différentes, qui racontent où ils en sont. Il y a les séminaires où on peut découvrir un sujet assez différent. Et puis après, il y a autre chose qui me semble assez utile. Et ça, je l'ai un peu découvert récemment, les dernières années, en travaillant avec des gens qui font des mathématiques, qui ont l'habitude de faire ça. Ils organisent des groupes de travail où on se retrouve régulièrement tous les mois et sur un thème donné. Et typiquement, moi, je n'ai pas fait de maths, donc je ne suis pas du tout mathématicien. Et je trouve un intérêt à aux groupes de travail, un intérêt énorme parce qu'à force d'avoir ces rencontres, on comprend petit à petit le langage des uns et des autres sans comprendre vraiment les détails techniques de ce qu'ils font. Et on arrive peu à peu à échanger, à voir que certains outils qu'ils développent en mathématiques peuvent être utiles pour nos problèmes, sans avoir à faire nous-mêmes des mathématiques. Et puis sinon, sans utiliser les outils des autres, simplement se rendre compte que les systèmes qu'on étudie, ça peut être intéressant de les présenter à des mathématiciens parce que ça peut leur donner des systèmes un peu nouveaux et intéressants à étudier. Et donc, pour moi, c'est une autre manière de travailler collectivement, c'est d'avoir ces groupes de travail réguliers où concrètement, c'est se retrouver une journée, inviter un orateur de mathématiques, inviter une oratrice de physique ou de géophysique, et puis leur expliquer qu'ils vont devoir parler à des gens qui ont des connaissances assez différentes, des intérêts assez différents, mais parfois la sauce peut prendre et ça peut être assez intéressant. Donc il y a cet aspect, puis après il y a le temps passé à discuter avec des collègues qui font des choses différentes. Parce que quand on commence à se rendre compte que quelque chose va être possible, on est prêt à y passer de l'énergie et du temps, quoi. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec mon collègue Pierre Delplace. C'est qu'au début, on avait du mal à se comprendre parce que moi, je travaille sur les fluides, donc avec le jargon qu'on a autour des fluides géophysiques. Lui, sur la matière condensée, avec tout un jargon aussi. Mais peu à peu, quand on commence à voir qu'il va y avoir des liens possibles, là, on se met à côté. Chacun dans son coin, on prend les livres classiques du domaine, on les lit. D'accord. J'aimerais revenir sur ces groupes de travail dont tu parlais, pour mieux comprendre comment ils se mettent en place. C'est quoi? En fait, on va décider collectivement de travailler sur une question précise qui va être présentée, par exemple, par un mathématicien ou un physicien ou une physicienne. C'est quoi? C'est une sorte d'hackathon? Enfin, il y a un thème précis? Comment ça se met en place, en fait? Typiquement, ce qu'on fait en ce moment avec des collègues entre Lyon et Grenoble, c'est qu'il y avait un thème cette année, c'était mathématiques et océanographie.
D'accord. Une journée tous les mois. Bon, là, c'était à distance cette année, mais d'habitude, on se retrouve dans une salle. On invitait une personne qui allait parler d'un thème lié à l'océan, qui est ça peut être un océanographe qui travaille sur les couplages entre l'océan et l'atmosphère. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur la justification mathématique de certains modèles qu'on utilise en physique et qui sont dérivés de principes premiers D'accord. et qui sont simplifiés par rapport au modèle initial. Donc, ça peut être ce genre de choses, en effet, où on voit, ça permet de percevoir les questions importantes du moment en océanographie et en physique, et puis le genre de problèmes que sont capables d'aborder les mathématiciens et les mathématiciennes. D'accord. Mais alors, ça, ce que tu décris, c'est un peu comme un séminaire assez classique pour Ouais. l'instant. C'est juste qu'après, le reste de la journée, vous travaillez dessus. Alors, c'est un séminaire classique, mais souvent, déjà, il y a un thème donné, et ensuite, il y a un aspect qui est un peu différent des séminaires classiques. C'est que souvent, ce qu'on a fait, c'est présenter, et ça, j'avais pas trop l'habitude de le faire en physique, mais il y en a qui le font, et maintenant, je le fais beaucoup plus avec d'autres collègues, c'est de présenter l'article de quelqu'un d'autre. D'accord. Et ça, on l'a énormément fait pendant une année. Donc, on a invité quelqu'un qui faisait un mini-cours, séminaire, mais plutôt mini-cours, parce que le but, c'est pas de présenter son dernier sujet, mais plutôt les questions du Les moment, grandes questions, hein. les grandes questions. Et ensuite, on prend un article. Ça peut être un article qui est intéressant parce qu'on l'a vu nous, mais ou alors que la personne qui donne le cours connaît et trouve que cet article il a un rôle important. Et là, quelqu'un qui n'est pas spécialiste le présente aux autres. Et ça, c'est D'accord. vraiment très enrichissant parce qu'on ne regarde pas l'article avec la même perspective que quelqu'un du domaine. C'est enrichissant sur celui qui présente l'article, et c'est enrichissant. Ça peut même être enrichissant pour celui qui a écrit l'article. Oui. C'est arrivé que la personne qui a écrit l'article était là et voit un intérêt à ce qu'on présente son article. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'utile, d'intéressant et de très… oui, enfin, ça m'a énormément aidé, en tout cas, pour plusieurs D'accord. problèmes, de faire ça. Ah, bah, merci. Maintenant, j'aimerais te poser des questions un peu plus personnelles. Et donc, je pose toujours la même série de questions. Et la première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière ou dans ta vie qui t'a rendu fier et que tu aimerais partager avec nous? Alors, comme tu disais tout à l'heure, j'ai du mal à dire que je suis fier de quelque chose. Il y a des résultats pour lesquels je peux dire que j'ai été content. Et je vais revenir sur la fierté après, parce que je trouve que c'est un peu différent. Donc, clairement, le résultat où j'étais le plus content, c'est le résultat avec Pierre Delplace, parce que c'était quelque chose d'un peu inattendu, quoi, et qui D'accord. venait vraiment de la réunion de deux domaines où j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et puis, on continue d'en tirer les ficelles depuis le début de cette collaboration. Euh, Après, la fierté, je trouve, c'est plutôt un sentiment qu'on a vis-à-vis des autres, en fait. Ouais. Euh, et donc, si je dois prendre un exemple dans la recherche, pour moi, un sentiment de fierté, j'ai pu l'avoir. J'ai pas eu beaucoup de doctorants, mais j'en ai eu un, et puis là, j'en encadre un deuxième en ce moment. Et j'ai l'impression d'avoir eu pour eux un sentiment de fierté, comme on peut avoir pour ses enfants, des fois, bien que ce soit très différent. Mais ce sentiment de fierté, quand le doctorant va présenter un résultat et qu'on sent que la présentation s'est bien passée, que ça a pu susciter un intérêt de l'auditoire, mais aussi une satisfaction du doctorant ou de la D'accord. doctorante en question. Donc ça, je trouve que si j'ai pu éprouver un sentiment de fierté dans la recherche, c'est vraiment à ce moment-là, quoi. C'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. Bah, merci. Euh, J'enchaîne toujours avec, on va dire, l'opposé de la fierté. Est-ce que dans ta carrière, tu as vécu un moment très difficile, une erreur que tu aurais faite ou un échec et que tu en as tiré des enseignements que tu aimerais partager avec nous? Alors, je peux donner un… Alors, c'est pas un moment précis, bien que ça puisse être lié à un moment, mais j'ai travaillé pendant assez longtemps sur un sujet que je trouvais très prometteur, Oui. euh, qui était l'application de physique statistique aux écoulements océaniques. Et cette application, elle a donné lieu à des résultats hyper intéressants. Mais en particulier, il y a un moment donné où j'ai voulu l'appliquer au problème du mélange dans l'océan. Donc, le problème du mélange dans l'océan, c'est un gros problème en océanographie. C'est qu'on a du mal à comprendre quand on mélange de l'eau dense et de l'eau légère, on remue. Et quand on remue, on injecte de l'énergie. Puis la question, c'est quelle partie de cette énergie a été utilisée
effectivement pour mélanger et quelle partie de l'énergie n'a servi à rien. Parce que si on remue, c'est possible que l'eau chaude se mélange avec l'eau froide, mais c'est possible aussi que l'eau froide reste de l'eau froide, l'eau chaude reste de l'eau chaude, les tourbillons se dissipent et puis on n'a rien mélangé. D'accord. C'est une grosse question, c'est important pour l'océanographie. C'est tout bête la question, mais ça a des conséquences hyper importantes sur la circulation thermohaline, des choses comme ça. Et donc, il y a plein d'approches de physique et j'arrivais tout content avec la physique statistique en me disant ah, on va pouvoir expliquer le mélange dans l'océan avec la physique statistique. Et j'ai l'impression de m'être un peu cassé les dents sur ce problème en y ayant passé énormément de temps pour à la fin un résultat où c'est dur d'appliquer ces outils, quoi. Il y a des choses dans l'hypothèse de départ qui font qu'appliquer la physique statistique à ce problème-là, du mélange à petite échelle, ça peut difficilement marcher, quoi. D'accord. Et donc, ça, c'est pas exactement une erreur, c'est plutôt c'était une hypothèse de départ. Ça valait le coup d'essayer, mais il se trouve que ça n'a pas marché. Et j'ai l'impression d'y avoir passé beaucoup de temps et peut-être trop de temps. Donc, c'était pas forcément facile à la fin de s'en extraire, quoi. D'accord. Et Après, doublé à ce problème d'hypothèse, je peux aussi mentionner une erreur où oui. à la fin, on a quand même réussi à boucler l'affaire, à faire un article. Et en fait, l'article, même si l'hypothèse ne marchait pas, j'en étais assez content parce qu'on avait terminé le problème, on avait expliqué ce qui marchait pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en plus, rétrospectivement, cet article où j'étais quand même content, même si on montrait que ça Oui. marchait difficilement, et dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une erreur dans l'article. Donc, c'est pas hyper grave, ça arrive souvent. Enfin, ça m'arrive souvent de faire des erreurs comme ça, mais il y avait aussi une erreur dans l'article théorique, quoi. Donc, si j'avais à le refaire, je le referais différemment en plus. D'accord. Après, je comprends ton regret, mais ça a été montré que psychologiquement, c'est très difficile de s'extraire de quelque chose dans lequel on a mis beaucoup d'énergie et de ça, voilà. Ouais, 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 ouais. Alors, pour revenir dans du positif, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois arriver dans ton thème scientifique ou dans la recherche en général qui t'enthousiasme? Quelque chose où tu dis ça me donne envie. Euh, alors, il y a quelque chose qui m'enthousiasme, mais c'est pas quelque chose qui arrive. En fait, je suis toujours un peu curieux du sujet des autres. Ouais, Euh, et je m'intéresse beaucoup à ce qui va être un peu connexe à ma discipline et qui pourrait être utile dans la discipline. Et en ce moment, donc je ne peux pas dire que c'est une nouvelle, parce que c'est plutôt un vieux sujet, mais j'ai d'accord. l'impression qu'il va y avoir des nouvelles avancées sur le sujet. En ce moment, j'ai un collègue océanographe qui travaille sur le transport du courant antarctique circumpolaire. Donc, c'est un courant hyper important dans le climat. Ouais, Qui fait le tour de l'Antarctique. Et puis, c'est pas une nouvelle question, mais c'est ce que je trouve stimulant, je trouve assez génial. C'est qu'en fait, ce courant, on sait qu'il est créé par les vents. ouais, En surface, il y a des vents qui sont très forts, et les vents poussent les courants. Mais il y a un truc qui est vraiment incroyable, c'est qu'on double les vents, on les multiplie par 10, on les divise par 2, on les divise par 10, et ben l'intensité du courant, elle ne change pas. d'accord. Mon enthousiasme du moment, c'est vraiment ce problème-là. Le problème de qu'est-ce qui fixe le transport de masse du courant Ouais, antarctique. Et je trouve ça assez fou parce que tous les ingrédients sont là. On sait que le forçage vient du vent. Le courant, on sait qu'il existe. Dans les modèles numériques, on voit que quand on change les vents, l'intensité du courant, elle ne change pas beaucoup. Très, très peu. Elle varie à peine. Je trouve ça assez fou qu'on ne soit même pas capable encore d'être capable de dire pourquoi c'est le cas. Ça paraît un problème de physique un peu simple, au sens où c'est de la physique du 19e siècle, il n'y a pas besoin d'outils très sophistiqués, mais pourtant on n'y arrive pas encore. Donc pour d'accord. moi, c'est ça l'enthousiasme du moment. Je suis enthousiaste parce que c'est une question assez simplement posée, quoi. On peut en parler à quelqu'un qui ne fait pas de physique, il dit oui, on veut comprendre comment ça va avec les vents et pourquoi, on a besoin de le comprendre. Donc c'est pas la question qui va révolutionner le climat ou quoi que ce soit, mais je trouve ça chouette parce que c'est une question de physique assez ouverte et assez simplement posée, quoi. D'accord. Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle au sens large à nous conseiller? Un film, un livre, quelque chose? Alors, c'est assez personnel, donc je ne sais pas si c'est vraiment une recommandation. Mais alors, premièrement, j'aurais bien aimé donner une recommandation de concert, mais Ouais, le en ce dernier que moment, j'ai ouais. voir a été annulé en mars 2020, puis celui que je devais voir là a été annulé aussi. D'accord.
en juillet, donc je vais pas donner une recommandation de concert. Donc du coup, j'ai choisi un livre, un livre Ouais. qui m'a marqué récemment. Enfin, c'était un livre que j'ai lu, je crois, en avril 2020. Donc c'est pas si récent, mais il m'a vraiment marqué. C'est Et la lumière fut de Jacques Lucéran. Ouais. Donc c'est un livre qui se lit assez vite, mais qui m'a vraiment bouleversé en fait. C'est quelqu'un qui est devenu aveugle à l'âge de 7 ans. Mhm. Et à l'âge de 16 ans, il s'engageait dans la résistance et il montait un réseau de résistance. Donc le livre en deux parties. La première partie parle de son enfance et c'est magnifique, c'est une enfance très heureuse où il parle de son enfance à partir du moment où il devient aveugle en fait. Et il est vraiment très heureux jusqu'à 16 ans où il monte ce réseau de résistance. Et la seconde partie, c'est une descente aux enfers en fait. Et on voit toute une génération qui bascule dans quelque chose de très difficile et qui vieillit trop vite en fait, entre 16 ans et 20 ans. Ouais. On voit que les gens qui s'engagent dans la résistance sont souvent des gens qui n'ont rien à perdre, donc qui sont très jeunes. Et ce contraste entre cette enfance très heureuse et cette suite dans la résistance très difficile, et toute une réflexion par ailleurs qu'il a sur le handicap, enfin ce qui est appelé un handicap par le fait qu'il soit aveugle, est à la fois bouleversante et très intéressante. Donc je recommande vraiment ce livre. D'accord, merci. Il m'avait été offert. Et pour terminer, si quelqu'un veut te contacter pour discuter avec toi de ce dont on nous a parlé ou te poser des questions en plus, c'est quoi le meilleur moyen? Ça peut être par email, D'accord. antoine.venaille@gmail.com. Bah, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, merci de l'interview.